La collaboration en affaires, c'est un peu le saint Graal, non? On entend partout que s'associer, c'est la clé du succès. Ben oui, mais en même temps, c'est souvent là que ça dérape. Exactement. Combien d'histoires d'échecs commencent par «on était deux amis»? Les sources qu'on explore aujourd'hui, une collection de vidéos d'entrepreneurs plonge directement dans cette dualité. C'est ça. Fait que notre mission, c'est de décortiquer les conseils pour bâtir des collaborations qui tiennent la route. Puis on va commencer par un écueil que tout le monde semble vouloir nous faire éviter, le fameux partenariat 50-50. Oui, le 50-50. Ça sonne juste, ça a l'air équitable. Mais ce que les sources nous montrent, c'est que c'est souvent un piège structurel. Un piège. Oui, on va voir comment l'éviter mécaniquement, mais on va surtout explorer les principes plus profonds. Comment choisir la bonne personne, puis surtout comment établir les règles du jeu avant même que la partie commence. Bon, allons-y directement. Un des points les plus concrets qui ressort, c'est vraiment cet avertissement contre la répartition 50-50. C'est presque présenté comme une erreur mathématique qui attend de se produire. C'est un point qui est central dans la vidéo Création d'entreprise, 3 erreurs à éviter. L'auteur, il utilise une analogie vraiment parlante. Ah oui? L'association, c'est comme un mariage. Au début, tu sais, tout est idyllique. Le 50-50, ça semble être la preuve d'une confiance parfaite. OK, je vois. Le problème, c'est pas un problème. Tant que tout va bien. Exactement. Mais au premier gros désaccord, par contre, là, c'est le blocage total. Genre sur quoi? Une décision sur la rémunération des dirigeants, un changement de stratégie, un gros investissement. Si un dit oui et l'autre dit non, l'entreprise est paralysée. C'est une impasse mécanique. D'accord, c'est un vrai cul-de-sac. Le diagnostic est clair, mais les solutions proposées, elles, j'ai l'impression qu'elles soulèvent d'autres problèmes. La première, avoir un partenaire majoritaire, même à 51-49. Est-ce que ça ne crée pas un déséquilibre de pouvoir toxique dès le départ? C'est une excellente question. Comment on décide qui a le 51 % sans que ça vire en lutte d'ego avant même d'avoir commencé? Ben, c'est précisément pour ça que cette conversation doit avoir lieu le plus tôt possible, quand la relation est encore saine. La discussion, ça doit pas être sur qui est le patron. OK, mais sur quoi alors? C'est sûr. Comment on assure la survie de l'entreprise si on n'est pas d'accord? Le 51 %, c'est pas un cep de pouvoir pour le quotidien. C'est un mécanisme de déblocage d'urgence. Une sorte de bris d'égalité. Voilà. Puis la personne qui le détient a la responsabilité de l'utiliser judicieusement. Souvent, la décision se base sur des critères objectifs. Qui a mis le plus de capital? Qui a l'expertise la plus critique? C'est une conversation d'adulte, tu sais, qui force à mettre l'ego de côté. Ça demande une bonne dose de maturité. L'autre option, c'est l'arbitre, un troisième associé ultra-minoritaire à 1 ou 2 %. L'idée est astucieuse, mais est-ce qu'on ne fait pas juste déplacer le problème? Comment ça? Ben, on donne un pouvoir énorme à cette troisième personne. Qui sait? Comment s'assure qu'elle va être impartiale à long terme, surtout si elle n'est pas dans le quotidien? Le choix de cet arbitre-là est aussi critique que celui du partenaire principal, c'est sûr. Idéalement, c'est pas l'ami commun qui va être tiraillé. Non, j'imagine. C'est souvent une personne d'expérience, un mentor, un conseiller, quelqu'un qui a du recul. Son rôle est clairement défini dans le pacte d'associés. Il ou elle intervient seulement sur des points de blocage précis. C'est une police d'assurance contre la paralysie. Joie. La structure, c'est une chose, mais ça règle pas le fond du problème. Être avec la bonne personne. Et c'est là que je vois une tension intéressante dans les sources. On nous dit de chercher des profils complémentaires, d'éviter les jumeaux, Oui, mais juste après, on nous parle de l'importance cruciale d'avoir des valeurs communes. absolument. Commençons par la complémentarité. C'est un thème qui traverse presque toutes les vidéos. Laurent Tapie, dans une entrevue, il utilise une analogie sportive qui est brillante. Vas-y. Mhm. Il compare une mauvaise association à certaines équipes du Paris Saint-Germain. Une collection de vedettes, fortes individuellement, mais qui jouent pas ensemble. Ah, OK, je comprends. Le but, c'est pas d'additionner les talents, c'est de les combiner. Et ça commence par une analyse honnête de soi. Connaître ses forces pour chercher quelqu'un qui comble ses faiblesses. Ce que Franck Nicolas résume en disant de se concentrer sur ses points forts et de s'entourer de gens qui excellent là où on est faible. C'est ça, tu cherches la pièce manquante du casse-tête, pas un clone. Mais ça nous amène à la contradiction. Si on s'entoure de gens très différents, comment on s'assure qu'on rentre tous dans la même direction? C'est le deuxième pilier et celui-là, il est non négociable. L'alignement des valeurs. Il y a une citation très forte d'Anthony Bourbon qui résume ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit
en parlant du recrutement, que même si une personne a toutes les compétences, si elle ne partage pas les mêmes valeurs, je ne l'apprends pas. OK, mais le risque ici, si on priorise trop l'alignement des valeurs, est-ce qu'on finit pas par recruter des clones? Ce que Laurent Tapie disait d'éviter? Comment on trouve le juste milieu? La nuance est super importante. Il faut distinguer les valeurs fondamentales des traits de personnalité ou des compétences. OK. La complémentarité, c'est avoir un visionnaire et un opérateur, un créatif et un financier. L'alignement des valeurs, c'est s'assurer que ces deux personnes-là sont d'accord sur l'éthique de travail, l'ambition, la relation avec les clients. Donc, on peut avoir des approches différentes, mais il faut être d'accord sur l'objectif. Et sur les lignes rouges à ne pas franchir pour y arriver. Le concept de perte acceptable de Catherine Barba, ça semble être un excellent outil pour tester ça concrètement. C'est un point crucial et souvent oublié. Catherine Barba explique qu'il faut que tous les associés soient au diapason sur ce qu'ils sont prêts à perdre. Combien de temps? Combien d'argent? Combien de réputation même? Exactement. Un associé est peut-être prêt à ne pas se payer pendant 5 ans alors que l'autre a besoin d'un salaire après 1 an. Si cette discussion-là n'a pas lieu au début, C'est une bombe à retardement. c'est un conflit majeur garanti. Cet alignement sur la perte acceptable est un test beaucoup plus puissant des valeurs communes que de simples conversations sur la vision. Donc, une fois qu'on a trouvé cet équilibre délicat et qu'on a une structure anti-blocage, il faut protéger le tout. Ça me fait penser à ce que disait Catherine Barba sur le courage. C'est pas juste de trouver la bonne personne, c'est d'avoir le courage d'avoir les conversations difficiles tout de suite. C'est le contrat de mariage des affaires, le pacte d'associés. Une des vidéos insiste beaucoup là-dessus. Et il faut pas le voir comme un signe de méfiance, mais plutôt comme de la prévoyance. C'est de la prévoyance et du respect mutuel. C'est reconnaître que la vie est imprévisible. Le pacte doit prévoir les accidents de la vie, un décès, une invalidité. Qu'est-ce qui arrive concrètement? Par exemple, en cas de décès, le pacte peut dire que l'associé survivant a une option prioritaire pour racheter les parts aux héritiers à un prix fixé d'avance. Ça évite que les héritiers qui n'ont peut-être pas la compétence ni l'envie se retrouvent à co-gérer l'entreprise. Voilà. Mais le pacte va plus loin. Il définit les règles de départ volontaire, les clauses de non-concurrence. C'est ce qui nous ramène au conseil de Catherine Barba. Elle avoue avoir été maladroite là-dessus, oui, et peu courageuse au début de sa carrière pour aborder ces sujets. Son conseil est sans appel, il faut en parler tout de suite. C'est inconfortable, mais c'est infiniment plus facile de négocier ça quand tout le monde est enthousiaste que d'attendre que les problèmes arrivent. D'accord, la structure légale est en place, les fondations sont solides, mais le papier, ça fait pas tout. Comment on fait vivre ça au quotidien? C'est là que les sources abordent l'état d'esprit. Oui, on entre dans la psychologie de la collaboration saine. Un premier point, c'est la confiance et la délégation. Le fameux lâcher-prise. Exactement. Une des vidéos 15 secrets que les milliardaires utilisent parle d'un principe essentiel. Accepter un travail délégué qui est à 80% parfait. Ah, ça, c'est difficile pour bien du monde. C'est sûr, vouloir que tout soit fait à 100% comme on l'aurait fait soi-même, c'est du micromanagement, puis c'est la recette pour l'épuisement. La collaboration, ça exige de faire confiance à l'autre dans son domaine. C'est le cauchemar du fondateur perfectionniste. Il y a un autre concept qui m'a vraiment interpellé tiré de la chaîne Legend, être responsable de 100% de 50% de la relation. C'est une formule très, très puissante. Ça inverse complètement la logique habituelle du blanc. Explique-moi ça. Dans un conflit, on a tendance à dire « c'est 50-50 de notre faute ». Cette formule dit « non, tu es entièrement à 100% responsable de ta moitié de la relation ». OK, attends, c'est fascinant, mais c'est contre-intuitif. Concrètement, si mon partenaire livre pas sa part du travail, je suis responsable de ma réaction, d'accord, mais ça veut dire que je peux rien lui reprocher? C'est la différence entre le blâme et la responsabilité. Blâmer, c'est dire « t'as pas fait ton travail, c'est de ta faute », ça mène nulle part. OK. Être responsable de sa moitié, c'est se demander « la situation me convient pas, comment est-ce que moi je peux aborder ça de manière constructive? Est-ce que les attentes étaient claires? » Ça met fin au jeu de la victime, ça demande une communication très directe, ce qui m'amène au conseil de Yomi Denzel qui est radical. Ah oui? S'il y a doute, il n'y a pas de doute. Wow, c'est brutal, non? Dans un monde où on nous encourage à donner une deuxième chance, c'est pas un peu trop? La formule est choc, c'est vrai, mais faut la remettre dans son contexte. Je pense pas qu'il suggère de tout lâcher sur un simple malentendu. C'est pas pour une mauvaise journée. Non. Il parle d'un doute fondamental, d'un sentiment persistant,
qui touche aux valeurs, à l'intégrité, à l'engagement. C'est quand tu passes plus de temps à gérer la relation avec ton partenaire qu'à faire avancer le projet. Je vois. Son argument, c'est qu'il est beaucoup moins dommageable de mettre fin à un mauvais partenariat rapidement que de le laisser pourrir et tout contaminer. C'est le courage d'agir sur un pattern, pas sur un incident isolé. Faisons un survol. Si on rassemble tout ça, les points clés sont clairs. D'abord, concevoir la structure pour survivre au désaccord. Éviter le 50-50, avec une répartition inégale ou un arbitre. Ensuite, chercher une complémentarité humaine, mais la cimenter avec des valeurs communes et une vision partagée de la perte acceptable. Et tout formaliser dans un pacte d'associés en ayant les conversations difficiles quand tout va bien. Puis, au quotidien. Au quotidien, c'est un état d'esprit basé sur la confiance qui permet de déléguer, d'accepter le 80% parfait. Ça demande une responsabilité totale sur sa propre partie de la relation. Pour éliminer le jeu du blâme. Exactement. Et enfin, le courage d'être radicalement honnête quand on sent un désalignement fondamental. En somme, une bonne collaboration, c'est une structure intelligente au service d'une relation mature et courageuse. Maintenant, pour laisser une dernière piste de réflexion, il y a une idée provocante qui se trouve dans une des sources du canal S'enrichir. Ah oui? Toutes les discussions qu'on vient d'avoir portent sur la construction méticuleuse de la collaboration humaine parfaite. C'est une approche très réfléchie, très analytique. Oui, on a passé les dernières minutes à disséquer la complexité des relations humaines en affaires. Mais cette vidéo-là, elle suggère un contrepoint fascinant. Qui est? Elle décrit des gens qui réussissent en ignorant cette complexité. Des gens qui copient bêtement ce qui fonctionne déjà et qui passent à l'action massivement, souvent seuls. Intéressant. Ça soulève une question, je trouve. Dans cette quête de la collaboration parfaite, est-ce qu'on ne risque pas la paralysie par l'analyse? Et si dans certains cas, le collaborateur le plus efficace, c'était pas une autre personne, avec toute la complexité que ça implique? Mais simplement un système qui a déjà fait ses preuves et qu'il suffit de répliquer? C'est une excellente pensée pour terminer. Ça mérite réflexion.